je fais partie du regroupement citoyen éolien Mont-Noir depuis 2 mois, je pense. Et le comité est quand même jeune, OK? Donc, évidemment, il y a des citoyens qui ont questionné un petit peu le projet éolien qui s'en vient, là, de 100 MW. Les promoteurs sont venus l'expliquer 3 fois, je crois, aux 3 municipalités, là, Sainte-Brigitte, Sainte-Angèle-de-Mont-Noir, puis Saint-Césaire. Et nous, ce qu'on a vu beaucoup, c'est qu'il y a des avantages aux éoliennes, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Et l'idée, c'est vraiment, là, un des objectifs du comité, c'est de montrer un peu toutes les facettes de ce projet-là. Donc ça, c'est vraiment important pour que vous ayez effectivement une perspective plus large de ce que ça va avoir comme conséquence, ce projet-là. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est vraiment l'idée il y a une visée pédagogique et éducative à travers ça. Et un des moyens qu'on va utiliser, puis là-dessus, moi j'ai organisé pendant 10 ans à Saint-Césaire des soirées conférences. Donc là, quand ils m'ont dit on va réorganiser des conférences, je disais, je suis content. Que j'aime ça faire ça. D'ailleurs, depuis 10 ans maintenant, moi j'ai enseigné à PGO pendant une vingtaine d'années. PGO, pour ceux qui sont de l'extérieur, c'est l'école secondaire ici. Et j'ai organisé des conférences publiques pendant 10 ans justement à Saint-Césaire. Donc, j'ai attiré 8000 personnes, des conférenciers, pas juste moi, c'est des conférenciers aussi. Donc, il y a eu Guy Corneau, le regretté Guy Corneau qui est venu. J'avais 4 grandes thématiques, donc si jamais ça vous tente d'aller voir, j'avais appelé ça mes soirées conférences se relier au cœur du monde. Excusez-moi, je t'ai soufflé un peu, pas trop en forme, mais j'ai bien mangé dans je pouvais tenter de digérer un petit peu. Donc, voilà. Alors, ce soir, évidemment, le projet des éoliennes, c'est pas juste ici à Mont-Noir, mais il y en a un peu partout là, au Québec. Et depuis, je vous dirais 2 semaines, j'ai pris contact avec d'autres regroupements citoyens, de d'autres MRC aussi. Alors, les projets sont dans le temps, ils n'ont pas arrivé tous au même moment, donc il y a des regroupements citoyens qui sont très avancés dans certaines démarches, d'autres un peu moins. Nous, je dirais, par rapport aux autres, là, on est un peu au premier balbutiement, je vous dirais. OK? Mais c'est sûr qu'on veut de plus en plus en parler. Parce que je pense que c'est important, parce que c'est quelque chose qui va impacter, je dirais, toute la population. Et à travers ça, il y a aussi des gens de l'UPA qui se sont prononcés. Moi, j'ai écouté la conférence de M. Ross, Charles-Félix Ross. Et ce qu'on voit là-dedans, il y a 3 enjeux majeurs. Il y a un enjeu au niveau de la santé humaine et animale. Il y a un enjeu au niveau de la privatisation de Hydro-Québec aussi. Et c'est ce volet-là, ce soir, que Mme Ouellette va nous expliquer en fond. Moi, je l'ai vu à Saint-Louis. Puis c'est vraiment intéressant la perspective qu'elle nous offre. Et l'autre enjeu, c'est l'enjeu de préserver nos terres arables. Alors, probablement qu'on va avoir aussi d'autres conférenciers qui vont venir nous parler plus spécifiquement de ce dossier-là des terres arables. Alors, ce soir, c'est une première d'une série de je ne sais pas combien encore, mais il y en a une planifiée le 8 août. Alors, à la fin de la conférence de Mme Ouellette, je vais vous en parler de celle qui vient du 8 août, qui sera présentée le 8 août, pardon. Donc, Mme Ouellette, vous la connaissez. Elle a été 20 ans comme ingénieure à Hydro-Québec, tu me corriges si je me trompe. Et aussi, elle a été ministre des Ressources naturelles sous le gouvernement de Pauline Marois. Donc, sans plus tarder, Martine, je te laisse le micro. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci au regroupement citoyen éolien Mont-Noir de me permettre de venir échanger avec vous. Donc, ce soir, on va se parler d'éoliennes, mais on va surtout se parler d'énergie en général. Comme disait Léon Maurice, moi j'ai fait près de 20 ans chez Hydro-Québec, oui comme ingénieur de réseau, mais principalement comme gestionnaire au niveau des grands consommateurs industriels, ce qu'on appelle là, les alumineries, les scieries, les pâtes et papiers, les mines, donc la relation commerciale, l'efficacité énergétique. Et donc, je peux vous dire que je connais très bien de l'intérieur Hydro-Québec et avec tout ce qui est en train de se passer.
Et là, ce qu'on voit actuellement au Québec, c'est un peu triste, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que je trouve ça si important de venir vous parler. Moi, je ne suis pas contre l'éolien. L'énergie éolienne, c'est une bonne forme d'énergie. L'éolien et l'hydroélectricité, ce sont deux formes de production d'électricité qui sont, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, les plus faibles. Il n'y a aucune production d'électricité qui n'a pas d'impact. Ça n'existe pas. Les gens parlent de mégawatts, oui, mais ça, c'est pas de la production, c'est de réduire notre consommation d'électricité. Mais toute production d'électricité, que ce soit de l'éolien, que ce soit de l'hydraulique, ou pire, le nucléaire, ou pire, le charbon, ou pire, le gaz naturel, ça a tout un impact au niveau de l'environnement. Mais les deux formes qui ont le moins d'impact, c'est l'éolien et l'hydroélectricité. C'est à peu près équivalent, un et l'autre. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact. Et même le solaire. Mais l'éolien et l'hydroélectricité sont 4 fois moins émetteurs que le solaire photovoltaïque. Parce que le solaire photovoltaïque, il y a des panneaux solaires, c'est fait en polysilicium, et la production de polysilicium, c'est extrêmement polluant. Ça demande beaucoup d'électricité, c'est quand même polluant. Fait que je ne suis pas contre l'éolien. Ça dépend comment. Ça dépend pourquoi. Fait que je vais commencer par vous parler du pourquoi. Parce que là, actuellement, il y a une vaste campagne de désinformation au Québec, organisée, pas par les complotistes, organisée par la CAQ et pas Hydro-Québec. Moi, je suis une ancienne d'Hydro-Québec, je peux vous dire, je l'ai tatouée sur le cœur. C'est une entreprise extraordinaire. Je ne vous dirai jamais par Hydro-Québec, mais par certains PDG d'Hydro-Québec. Michael Sebia, là, c'est le loup dans la bergerie. C'est lui qui a privatisé le CN. C'est lui qui a privatisé une partie du transport collectif à Montréal avec le REM. Le REM, c'est privé, c'est un fiasco. Il faut le savoir. Donc, c'est pas Hydro-Québec, c'est Michael Sebia. Ça a été avant lui Sophie Brochu. Donc, une vaste campagne de désinformation qui vous amène à croire qu'on est rendu en pénurie d'électricité. Puis c'est tellement grave que là, il faut se mettre à produire. Et là, les premiers projets qu'ils nous envoient, c'est de l'éolien. Et c'est pas juste ici, c'est partout au Québec. Moi, je fais des conférences en Mauricie, Centre du Québec, Bas-Saint-Laurent, en Montérégie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous dis, c'est partout au Québec. Parce que là, ils sont dans une mentalité produire, puis tantôt, ça va être les projets aussi d'hydroélectricité. Et tous ces projets-là, ils ont des impacts. Et du côté de l'éolien et même de l'hydroélectricité, ça s'en va vers la privatisation. Donc, il n'y a pas juste un élément, il y a plusieurs choses en même temps. Parlons de cette pénurie. Cette pénurie est complètement artificielle. Il y a quelques années, en 2021, on parlait encore de surplus. On avait tellement d'électricité que là, il fallait, pour ne pas la faire passer, ce qu'on appelle par-dessus les barrages, il fallait trouver des façons de trouver des preneurs. Fait qu'il fallait exporter l'électricité. Fait qu'on a Éric Martel qui a signé un contrat de 10 MW, puis 10 TWh, et on a Sophie Brochu qui a signé un contrat de 10 TWh d'exportation de notre électricité extraordinaire aux États-Unis. Parce qu'on en avait tellement qu'il fallait exporter, parce que sinon on allait la perdre. Ils n'ont pas pensé à ce moment-là qu'on pourrait utiliser cette électricité-là pour faire de la transition énergétique, puis sortir le gaz naturel de nos maisons, hein? Ben non. Pourquoi donc? Parce que si on veut faire de la vraie transition énergétique, la vraie décarbonation, c'est quoi la première chose qu'il faut faire au Québec? C'est de sortir le gaz naturel. Pourquoi? Parce que le gaz naturel, ce n'est pas du tout une énergie de transition. Au Québec, le gaz naturel, c'est du gaz de schiste, du gaz de fracturation. Le gaz de fracturation, c'est plus polluant que le charbon en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Fait qu'en termes de décarbonation, c'est la première chose qu'il faut sortir de notre équation énergétique, de nos résidences, des commerces, des institutions et des industries. Est-ce qu'ils ont fait ça? Ben non. Pourquoi vous pensez?
C'était qui l'ancienne PDG d'Hydro-Québec? Sophie Brochu. Elle venait d'où? Le gaz métro. Pensez-vous vraiment qu'elle allait mordre la main qui l'a nourrie pendant si longtemps? Jamais de la vie. Donc, ils n'ont pas pensé d'utiliser l'électricité pour faire la décarbonation, mais non, de l'exportation. Parlons donc des contrats d'exportation. Et là, j'ai sorti mes références, juste pour ceux que ça intéresse d'avoir toutes les références. Puis donc, les contrats d'exportation. Quand Sophie Brochu a annoncé le deuxième contrat d'exportation, quelques semaines plus tard, elle a déposé son plan stratégique qui mentionnait qu'il manquerait 100 TWh. Fait qu'elle le savait quand elle a signé les contrats d'exportation. Moi, quand j'étais chez Hydro-Québec, je la faisais, la prévision des grands clients industriels. Puis on va se le dire, le résidentiel, et le petit commercial et le petit industriel, c'est une pente là, qui est très, très prévisible dans le temps en fonction de la démographie. C'est l'industriel qui se promène de même. Quand les usines, une aluminerie ferme, ça tombe. Quand il y a une aluminerie qui vient s'implanter, ou un envol de ce monde, ou un database, ou une crypto-monnaie, pouf, ça monte. Après ça, il ferme, ça baisse. À la récession de 2008, ça a tombé. Donc, c'est l'industriel qui fait la différence. Donc, il le savait, là. Elle le savait quand elle l'a signé. Hein? Et donc, on signe le deuxième contrat, donc les deux Totexan 20 TWh. On n'a pas toutes les informations parce que malheureusement, il y a bien des choses qui ne nous disent pas, mais on en a quand même. Et donc, un des deux contrats, puis on va estimer que les deux sont pareils, juste pour faire simple, parce que l'autre, on ne l'a pas, ça ne doit pas être si différent. Ils vendent notre électricité à 5,15 cents le kilowattheure américain. Pour ceux qui veulent des références, c'était dans un article du Journal de Montréal du 3 décembre 2022 pour le contrat du Massachusetts. J'ai utilisé un taux de change de 1,36 dollar canadien pour un dollar US, ce qui fait 7 cents le kilowattheure. Donc, des contrats estimés à 7 cents le kilowattheure qu'on vend aux États-Unis. Leur logique, pour nous dire que ça allait faire des milliards, c'est de dire, bien, comme on est en surplus, on va utiliser le prix moyen, ce qu'ils appellent dans le jargon d'Hydro-Québec le patrimonial. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, le patrimonial. Le patrimonial, là, c'est la vieille électricité de Beauharnois qui est presque déjà tout amortie, qui nous coûte quelque chose comme 0,5 cents le kilowattheure, jusqu'aux dernières constructions d'électricité. C'est un petit peu plus que 3 cents le kilowattheure. J'ai arrondi ça à 3,5 cents le kilowattheure. Donc, en période de surplus, on dit, bien, c'est notre patrimonial, on en a trop, on le vend à 7 cents, il nous coûte 3,5 cents, fait qu'on fait 3,5 cents de profit. Multiplié par tout ça, ça donnait les milliards qu'ils nous ont annoncés. Sauf que, quand on tombe en période de pénurie, on ne peut plus utiliser la logique de surplus. Parce que là, on n'en a plus d'électricité. Il va falloir construire pour honorer ces contrats-là. Et juste pour votre information, on n'a pas commencé à livrer les contrats. Les lignes de transport ne sont pas encore construites. Puis là, dans cette scène, là, je vous disais que kilowattheure, ça n'inclut même pas les lignes de transport. Là. Il y a 2 lignes à construire, là, centaines de millions, puis 1,4 milliard chacune. Mais en période de pénurie, il va falloir construire pour les alimenter. Et là, je n'invente pas le chiffre. C'est Sophie Brochu elle-même qui l'a dit. Dans son plan stratégique, quand elle annonçait qu'on serait en pénurie de 100 TWh, je vais essayer de ne pas vous donner trop de chiffres. Là. Au début, je vais vous en donner plus. Après ça, je ne vais pas arrêter. Donc, elle disait que le coût moyen de construction pour les prochains kilowattheures serait 11 cents. Fait qu'on va construire à 11 cents, puis on va vendre à 7 cents. Imaginez-vous donc. On va perdre 4 cents à chaque kilowattheure qu'on va vendre aux États-Unis, et cela pendant 20 ans. On parle d'une perte pour la collectivité, pour les contribuables québécois, pour les consommateurs d'électricité québécois,
de 800 millions de dollars par année de cesse foutus de milliards sur 20 ans. C'est grave, là. C'est très grave. Et ça, je vous parle de ça, c'est 20 TWh. Elle nous disait qu'il va en manquer 100. Il faut en construire pour 100 dans les prochaines années. Là, je vous parle d'un 20. Ces deux contrats-là, là, il faut les résilier. Il n'est pas trop tard. C'est sûr que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais bien du monde des États-Unis, ils ne les veulent pas, ces kilowattheures-là. Il y a de l'opposition aux lignes de transport. Donc, il y a moyen de rouvrir ces contrats-là pour les annuler. Et ce qui me fait dire le plus qu'il y a moyen de les annuler, c'est que j'ai écrit une lettre ouverte dans les médias en disant qu'il fallait les annuler. Et les réponses indirectes que j'ai reçues de Fitzgibbon et de Sevilla, c'est pas non, c'est pas possible. C'est oh, nous on pense que c'est des bons contrats, fait qu'on veut pas les annuler. C'est pas pareil. Si ça avait été impossible, c'est probablement ça qu'ils auraient dit. Donc, première chose, il faut annuler ces deux contrats-là parce qu'à chaque kilowattheure qu'on va vendre aux États-Unis, on va être dans le rouge. C'est fou, là. C'est le monde à l'envers, là. Puis là, ils justifient ça en disant qu'aux États-Unis, ben, on va aider. On est tellement généreux, nous autres, au Québec, qu'on va aider les Américains à faire de la décarbonation. Il n'y a rien dans les contrats qui garantit qu'ils vont réduire leur production d'énergie fossile parce qu'on va livrer de l'électricité. Non, au contraire, on va juste alimenter leur surconsommation. Donc, il n'y en aura pas de décarbonation liée à ces contrats-là. On va juste alimenter leur surconsommation, puis ils vont juste payer pas cher. Ils vont profiter, en fait, ils vont tellement payer pas cher qu'on va les subventionner. On va payer pour leur vendre de l'électricité. C'est fou de même. Ça, c'est la première. Oui? La facture, c'est nous autres qui va payer. La facture, c'est nous autres qui va payer. On croit que c'est une bonne chose. C'est quoi son point qui amène? C'est que lui, il se base sur le fait, il sait que c'est pas bon. Il fait pareil. Mais pourquoi? Ça, c'est bien difficile. Ça, c'est la nature humaine. Moi, je ne suis pas capable de vous dire pourquoi. C'est parce que ça profite à des gens. Hein? Il y a des gens qui vont profiter de ça. Il y a des gens qui vont faire de l'argent avec ça. Mais sa justification à lui, c'est de dire, puis comme je vous dis, c'est une fausse logique, c'est de dire, bien, on le produit à 3,5 cents, puis on le vend à 7 cents, fait qu'on fait de l'argent. Fait que lui, il se base sur cette logique-là de surplus, qui n'est pas une logique de quand on est en pénurie, où là, on va être obligé de construire. Fait que toute cette énergie-là qu'on va livrer aux États-Unis, on ne l'aura plus pour notre propre consommation. Fait que pour notre consommation à nous, on va construire à 11 cents, pendant qu'on va leur livrer à 3,5 cents. C'est ça qui fait la différence. Mais ça, ils cachent. OK? Après ça, leur motif personnel, écoutez, vous êtes aussi bien placés que moi pour faire vos hypothèses. Hein? Mais vous pouvez vous imaginer, quand je vous parle de 16 milliards de dollars sur 20 ans, qu'il y a de la grosse argent en jeu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Les contrats éoliens qui ont déjà été signés là-dessus, les premiers appels d'offres. Je reviens sur l'éolien plus tard. Je vais revenir sur l'éolien. Laissez-moi faire, laissez-moi faire le détour sur les besoins dans un premier temps. Parce que, actuellement, le projet qui est ici, je suis allée valider comment il le justifie. Il le justifie que c'est nécessaire pour la décarbonation parce qu'Hydro-Québec dit que, Hydro-Québec, le PDG, Michael Sevilla, le privatiseur en chef, dit, parce que la privatisation d'Hydro-Québec en arrêt de ça, je viens sur l'éolien, parce que c'est le cheval de Troie de la privatisation. Donc, Martine, excuse-moi, c'est de ma faute, j'ai oublié de le mentionner. Martine va parler environ 45-50 minutes, puis après, évidemment, il va y avoir un échange entre nous et Martine. Donc, si je n'ai pas répondu à vos questions gardez pendant la vos questions, conférence, là. je reviendrai. Oui, c'est ça. On va avoir tout le temps voulu pour poser les questions après. Mais c'est important de parler des besoins parce que c'est sur ça qui se justifie pour essayer de vous passer et vous faire de la pression pour accepter ces projets-là en disant que c'est pour de la décarbonation. Hein? Mais c'est pas pour de la décarbonation, ça, c'est pas vrai. Okay? Et je vous explique pourquoi. Et donc, la pénurie a été créée artificiellement, les deux contrats d'exportation, mais plus que ça,
Et pire que ça, il y a le gouvernement de Couillard et ensuite le gouvernement de Legault qui a maintenu la mesure. Il y a une mesure qui a été mise en place du côté industriel. Parce qu'on essaie de culpabiliser avec les lave-vaisselle à minuit, là, mais ça n'a tellement pas rapport. Là. Du côté industriel, ils ont mis un rabais de 20% sur le tarif industriel, et je vais vous donner, pour ceux qui veulent les chiffres exacts, le tarif L est de 5,33 cents le kilowattheure, un des moins chers sur la planète, à peu près le moins cher en Amérique du Nord. Et ils ont dit, c'est encore pas assez pas cher, on va rajouter par-dessus ça un rabais de 20%. Fait que là, vous me permettrez les coins ronds, là, je le prends, au lieu de 5,33, je le prends à 5 cents, 20%, ça me fait 4 cents le kilowattheure, juste pour faire des calculs faciles, OK? Et là, ils ont dit, bar open, pour toute la planète. Ah ouais, nous autres, là, on vous a notre électricité extraordinaire, là, bar open, là, on vous allez l'avoir pas cher. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une pile de demandes. Et là, Fitzgibbon dit, j'ai tellement de demandes, l'industriel a tellement besoin de demandes que là, on n'est plus capable de livrer, puis là, Hydro-Québec ne sont plus capables de livrer, fait que ça va prendre le privé parce qu'on a tellement de demandes. OK. Je vais m'improviser, là. Station-service. Je m'installe ici dans le coin, je ne sais pas aujourd'hui, là, il était quoi, 1,72, là, j'étais pour dire, 1,72. Je m'installe une station-service, là, je le mets à une pièce. Ah, c'est pas encore assez pas cher, une pièce, le litre. Je vais mettre ça à 80 cents. Mes réservoirs sont pleins. Pensez-vous qu'il va rester plein longtemps? Ben non. Tout le monde de Saint-Césaire, puis tout le monde des alentours vont venir ici gazer. Ça va se vider en temps de dire, ben c'était ça qui est arrivé. Moi, je les appelle tous les carnivores de la planète, là. Les databases, crypto-monnaies, Norvolt de ce monde, hydrogène, pseudo-vert de ce monde, sont tous unis ici, là. C'est des carnivores d'électricité, ce monde-là, là. Souvent, même pas de valeur ajoutée. Les databases crypto-monnaies, ça n'a pas de valeur ajoutée, ça fait rien de consommer de l'électricité. Il n'y a rien pour le Québec là-dedans, là. Ils sont tous unis. Pourquoi? Parce que c'était pas cher. Fait que c'est pas parce que Hydro-Québec n'est pas capable de fournir, c'est parce qu'ils ont décidé de vendre l'électricité tellement pas chère, elle n'est pas assez chère. C'est drôle, au niveau résidentiel, hein, ils nous disent pour nous amener à mieux économiser l'électricité, il faut qu'ils augmentent les tarifs. Au niveau industriel, non, par exemple. Hein? Fait que dans le cas de l'industriel, s'il y a autant de demandes, c'est parce que le tarif n'est pas assez cher. C'est ça le problème. Hein? L'offre et la demande, là, c'est bon pour le résidentiel, mais c'est pas bon pour l'industriel. C'est bien bizarre, ça. Et là, ils ont eu tellement de projets. Il y en a là pour des... C'est secret. On n'a pas l'information. On a essayé de faire des demandes d'accès à l'information, mais il y en a pour des dizaines et des dizaines de térawattheures. Fait que son 100 térawattheures, elle dit qu'il va manquer pour faire la décarbonation, mais c'est pas pour faire la décarbonation, c'est pour livrer aux États-Unis et pour alimenter ces gros carnivores-là. C'est pas pour la décarbonation. Fait que les projets d'éolien qui s'en viennent ici, là, c'est pas pour la décarbonation. C'est pour de l'exportation puis alimenter ces carnivores-là. C'est ça le problème. Et là, regardez bien, là, je vous disais 20% de rabais sur un tarif industriel, j'ai arrondi vers le bas à 5 cents le kilowattheure, 20% à 4 cents le kilowattheure. On recommence notre équation. On est en surplus, on le produit à 3,5 cents, on fait 0,5 cents. Pas fort, mais on ne perd pas d'argent. On est en pénurie. Il faut construire. On construit à 11 cents. Puis on le vend à 4 cents. On perd combien? 7 cents à chaque kilowattheure. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, c'est ça. C'est ça la dynamique actuelle. Donc, la transition énergétique, la décarbonation, elle est instrumentalisée par
J'ai de la misère à leur trouver un qualificatif politiquement correct. Donc, par ce grand capital, par ce grand capital, pour nous faire avaler des couleuvres. Et se profile en arrière de ça la privatisation de l'électricité. Ils ne sont pas fous. Ils vont toujours être capables de vous dire on ne privatisera pas Hydro-Québec parce qu'ils ne privatisent pas les actifs actuels d'Hydro-Québec. C'est pour ça que je vous parle de privatisation de l'électricité. En 1944, en 1962, si ma mémoire est bonne, on a décidé de nationaliser l'électricité en 2 étapes. La dernière étape avec Jean Lesage et René Lévesque, où on a nationalisé en particulier la Shawinigan Water and Power. Il faut se rappeler, et j'aime ça le rappeler parce qu'on est dans un contexte où c'est important de se le rappeler, qu'on a eu des personnes en politique qui se sont tenues debout devant les lobbies économiques les plus puissants de l'époque. La Shawinigan Water and Power là, faisait tout ce qu'elle voulait. Et René Lévesque avec Jean Lesage, ils ont dit non, on va nationaliser. Ils ont même fait une élection là-dessus. Ils ont gagné l'élection. Et malgré ça, le grand capital de l'époque a dit vous ne réussirez jamais, on ne vous donnera pas l'argent. Les banques de Montréal, ce qu'on appelle la rue Saint-Jacques, étaient fermées, vous n'aurez pas l'argent. À Toronto, je pense que c'est sur Bloor Street, même chose, vous n'aurez pas l'argent. Fait que vous nationaliserez pas. Jacques Parizeau, qui était dans ce temps-là, pas en politique, mais qui était fonctionnaire, ce qu'on appelle les grands mandarins, il a dit oh oui! Lui, il n'avait vu d'autres. Hein. Il avait été étudié en France, il avait été étudié en Angleterre. Hey, vous ne m'impressionnez pas. Vous autres, l'argent, il y en a d'autres sur la planète. Il dit il est parti, il est allé à New York. Il est allé cogner aux banques de New York. Il a dit aux banques de New York moi, j'ai le projet de nationaliser l'électricité du Québec, c'est rentable, puis vous aurez, c'est certain qu'on va vous rembourser. Vous n'avez pas de risque à peu près là-dedans. Est-ce que vous êtes prêts à nous prêter? On dit certainement. Certainement. Donc, il y a des élus qui se sont tenus debout devant les plus forts lobbies de l'époque. Juste ça pour vous dire que la force des lobbies, ce n'est que la faiblesse des élus en face d'eux. C'est important, parce que c'est ça qui est en train de se passer actuellement. C'est le retour des gros lobbies. Quand je parle du grand capital, c'est le retour des gros lobbies. Donc là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et ça commence avec l'éolien. Surtout. Un petit peu la petite hydraulique, là, avec Mme Bacon, mais surtout l'éolien. Premier projet d'éolien sous, et ça m'intéresse de vous le dire, mais sous Lucien Bouchard, parce qu'à l'époque, j'étais au Parti québécois. Donc, sous Lucien Bouchard, premier ministre du Parti québécois. Et donc, ils ont prétendu à l'époque qu'Hydro-Québec n'avait pas l'expertise pour faire l'éolien, pour justifier la privatisation de la production d'électricité. Parce que normalement, une nationalisation, ça aurait dû être Hydro-Québec qui s'occupe de toute la production. Et, juste vous dire, moi je suis ingénieur mécanique de formation, c'est quoi de l'éolien? C'est de la dynamique des fluides. C'est quoi de la dynamique des fluides? C'est un fluide. Donc, dans le cas de l'éolien, un fluide, l'air, c'est un fluide qui passe à travers des pales. Puis ça tourne, vous les avez vus quand même assez lentement. Hydro-Québec, c'est quoi sa principale expertise? La dynamique des fluides. Parce qu'il y a un autre fluide, l'eau, qui passe à travers des pales de turbine. Puis ça tourne pas mal plus vite. Fait que je peux vous dire que sur ces pales-là, il ne peut pas avoir ben de défauts parce que ça fait des gros problèmes assez rapidement. Fait que c'est pas mal plus compliqué que de l'éolien. Donc, Hydro-Québec possède une des plus grandes expertises mondiales. Je peux vous dire, je peux en témoigner, j'ai appelé à d'autres utilités publiques, à d'autres compagnies d'électricité sur la planète, là, une des plus grandes expertises mondiales de dynamique des fluides. Fait que c'était totalement faux. C'était totalement de la désinformation. Et c'est qui a eu les contrats, les premiers contrats d'éolien? Gaz Métro. Okay. Du gaz. C'est quoi leur expertise en dynamique des fluides? Pas vraiment. Hein? Après ça, il y a eu qui d'autre? EDF. France. Hoover Energy.
Kruger Énergie, EDF, France, ils sont en nucléaire. Dynamique des fluides, pas rapport. Kruger Énergie, ils sont dans le port des papiers, dynamique des fluides, pas rapport. Il faut savoir que dans le gaz métro et dans EDF, indirectement à travers différentes compagnies, on avait Power Corporation. Power Corporation, depuis la nationalisation de l'électricité, ils cherchent à mettre la main sur Hydro-Québec. Et c'est assez clair, ils financent ce qu'on appelle un think tank économique, l'Institut économique de Montréal, qui de façon périodique, à chaque 3-4 ans, teste la température de l'eau, teste comment les électeurs vont recevoir la privatisation d'Hydro-Québec, puis se rendaient bien compte que ça ne passerait pas. Fait qu'ils ne privatiseront pas les actifs d'Hydro-Québec, mais ils privatisent la future production. C'est comme ça qu'a commencé la production privée d'éoliennes au Québec. Et il y a un rapport qui a été émis récemment, depuis 3 mois à peu près, qui a été réalisé par l'Institut économique, l'Institut de recherche en économie contemporaine. Et ce rapport-là fait l'éventail de tous les projets éoliens depuis le début. Et ce qu'ils ont fait, premièrement, on a payé bien trop cher l'électricité. On a payé des contrats jusqu'à 12, 12,5, 13 cents le kilowattheure. Ce qui n'a pas de bon sens. Alors que la production d'éoliennes, moi, quand j'étais ministre et que j'ai lancé des appels d'offres, le résultat est sorti, j'étais plus ministre, mais il est sorti à peu près à 6,9 cents. Donc, c'est clair que toute la différence, c'est du profit net. Et même à 6,9 cents, ils font du profit. Fait que ces compagnies-là, privées, ils n'ont aucune valeur ajoutée. Ils ne font que se mettre de l'argent dans les poches avec des contrats garantis. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous, là, soit des agriculteurs ou des entrepreneurs, vous pouvez vous imaginer une entreprise qui a un contrat d'achat garanti pendant 20 ans. Je veux dire, c'est la sécurité au maximum. Là. Je veux dire, tu n'as pas besoin de chercher de clients. Tu as un prix extraordinaire garanti pendant 20 ans par un acheteur qui ne fera jamais faillite, qui s'appelle Hydro-Québec. Puis tout ça appuyé par le gouvernement. C'est hallucinant. Et pour s'assurer qu'il fasse encore plus d'argent, le gouvernement a fait une loi à un moment donné en disant que, et ça, si je me rappelle bien, c'est sous Couillard, que le distributeur, donc la partie d'Hydro-Québec qui vend de l'électricité aux citoyens, devait acheter en priorité l'éolien plutôt que le patrimonial. Puis ça nous a coûté, selon les règles, 6 milliards de dollars. Parce que pendant qu'on achetait, on calculait que le coût de l'éolien était en moyenne, un dans l'autre, 10 cents le kilowattheure. Fait qu'on a acheté du 10 cents le kilowattheure au fil des ans, alors qu'on laissait sa table du 3,5 cents. Fait que toutes les hausses de tarifs d'électricité, pas toutes, mais une grosse partie des hausses de tarifs d'électricité des dernières années sont liées à ça. 6 milliards de dollars que ça a coûté aux consommateurs d'électricité. Parce qu'ils ont décidé de favoriser les Boralex, Énergex, etc., Kruger de ce monde, EDF, etc., de ce monde, au détriment des citoyens. Et donc, l'éolien, ce n'est pas une mauvaise énergie en soi, mais la façon dont ça a été fait au Québec, ça a été fait pour détourner la mission d'Hydro-Québec et d'ouvrir la porte à la privatisation et enrichir certaines compagnies, certains intérêts particuliers. Et ça nous coûte cher. Et ce n'est pas ces grosses compagnies-là qui payent, c'est les citoyens. Et c'est ça le problème. Et là, avec l'offensive qui est en cours, parce que Sophie Brochu disait qu'il manquait 100 TWh dans son plan en 2022. Mais là, Michael Sévia est arrivé, puis il a sorti un lapin du chapeau sans trop justifier, puis lui est rendu à 150, même 200 TWh qui manquent. Ils veulent tellement nous faire peur, ils veulent tellement nous mettre dans un climat de dire on va manquer d'électricité, fait qu'il faut tout accepter les projets qu'ils vont nous présenter. Et
ça, je veux dire, c'est pas l'ensemble des employés d'Hydro-Québec qui sont d'accord avec ça, là. C'est les têtes dirigeantes qui sortent ces chiffres-là, là. Et c'est sur cette base-là qu'ils essaient de venir vous vendre les projets d'éolien ici. Puis tantôt, ça va être aussi des projets hydrauliques, parce que on pourra pas au Québec construire des éoliennes partout sur le territoire, puis on ne pourra pas arnacher toutes les rivières du Québec. Ça n'a aucun bon sens. On a une crise climatique qui est en cours, là. On a la nature qui nous dit, là, écoutez, je suis capable d'en absorber une grosse partie, là, mais là, je ne suis plus capable. Vous exagérez. Puis quand vous exagérez, ce n'est pas les citoyens individuellement. Le plus gros impact pour l'environnement, c'est ces grosses corporations-là, ces grosses industries polluantes-là. C'est ça qui fait la différence. Fait que moi, la culpabilisation individuelle du lave-vaisselle à minuit soir, là, j'en peux juste plus, là. Hein? Ça, c'est des arguments de faibles. C'est des arguments de gens qui savent qu'ils ne détiennent pas la vérité, puis qui essayent de vous enfiroiper, puis de vous culpabiliser pour vous faire accepter des décisions qui n'ont pas de bon sens. Parce que quand on veut agir pour la décarbonation et la transition énergétique, c'est au niveau industriel qu'on commence à travailler. C'est là la grande différence. Et moi, je suis convaincue que quand les citoyens vont voir que leur gouvernement prenne des décisions pour réellement diminuer les émissions de gaz à effet de serre au niveau industriel, parce que ce n'est pas les industriels qui vont le prendre eux-mêmes, eux autres sont à l'argent. C'est légitime. Les gouvernements sont là pour les freiner, sont là pour les encadrer, mais s'ils ne font pas leur job, les industries, ces compagnies-là, pas toutes, mais plusieurs, trop, vont exagérer et vont ambitionner. Parce que l'argent, ça a beaucoup d'attrait. Hein? Vous le savez, là, quand il y a des enquêtes policières, là, il y a 3-4 mobiles, là, puis l'argent, ça vient pas mal souvent. Fait que c'est ça. Hein? Donc, il faut les encadrer. Et je suis convaincue que quand il y aura un gouvernement qui agira dans cette direction-là, les citoyens vont y croire et vont embarquer eux autres aussi, ils vont faire leur pot. Mais ça sert à quoi que les citoyens fassent leur pot si les plus grosses industries polluantes et maîtrises de gaz à effet de serre continuent? C'est pour ça que les citoyens sont désillusionnés. Et au Québec, la décarbonation, je vous l'ai dit un peu, mais je vais faire un bout là-dessus avant d'aller plus en détail sur les éoliennes. C'est possible, et vous allez être surpris de l'entendre, c'est facile à faire. C'est probablement l'endroit sur la planète où c'est le plus facile de décarboner. Pourquoi? Parce qu'on a fait des bons choix dans le passé avec l'hydroélectricité. Puis qu'on est, on va se le dire quand même, on est un peu béni des dieux. Hein? La quantité de rivières qu'on a et leur débit et les chutes de rivières, les cascades, là, bien ça, c'est de la force. C'est de la force qui fait tourner les turbines, qui fait de l'électricité. Ils n'ont pas ça partout, là. On est chanceux d'avoir ça. On n'est pas juste chanceux, on a eu l'intelligence de l'utiliser. Donc, on a l'électricité nécessaire pour décarboner l'ensemble de notre économie. On peut sortir le gaz de nos résidences, de nos commerces, de nos institutions, de nos industries. On va aller prendre une résidence. Comment on fait pour sortir le gaz de nos résidences? Bien, premièrement, il faut finir le mazout, il en reste encore un petit peu. Mais le gaz naturel, mais ça a des thermopompes. C'est très efficace, les thermopompes. Puis Hydro-Québec est capable de prendre, si on arrête les contrôles d'exportation, puis si on arrête les mauvaises ententes de 20 les subventions de 20 là, on s'entend, là, on est capable de le prendre. Puis oui, il faut de l'efficacité énergétique, mais les grosses consommations dans une résidence, c'est quoi? C'est le chauffage. Thermopompe électrique, pas mal plus efficace que les plaintes électriques. Après ça, c'est quoi? C'est les différents équipements électriques. Mais pourquoi qu'on ne les réglemente pas? Pourquoi qu'on accepte encore de vendre des frigidaires, de vendre des lave-vaisselle, de vendre des sécheuses qui ne sont pas efficaces au niveau électrique? On a juste à l'interdire. Ça vient de finir là. C'est facile. Facile. Au niveau commercial, comment on fait pour sortir le gaz des commerces et des institutions? La façon la plus facile, c'est, quand c'est possible, c'est de la géothermie. La géothermie, pour les résidences, c'est cher, puis vous allez peut-être surpris de l'apprendre, mais moi j'ai fait des projets là, avec l'Université de Sherbrooke et d'autres projets.
Et si on fait juste de la géothermie pour le chauffage, on refroidit le sol. Puis avec le temps, l'efficacité décline. Fait qu'il faut avoir autant de climatisation, parce que quand tu climatises, bien, tu réchauffes le sol. Fait qu'il faut avoir autant de climatisation que de chauffage. Fait que les commerces, les institutions, ils font ça. Fait qu'eux autres, c'est bon, la géothermie. Puis quand c'est pas possible, bien, c'est l'électricité. Puis les gens vont dire, ah oui, mais la pointe d'hiver, la fameuse pointe d'hiver, bien, il y a toutes sortes de façons de gérer cette pointe d'hiver-là. Il y a premièrement le délestage des grandes industries. On l'a fait dans le temps, puis ça se fait encore, puis on pourrait le faire encore plus. Mais il y a aussi des nouvelles technologies d'accumulateurs thermiques. Pour les résidences, c'est moins rentable, mais pour les commerces, les institutions, on appelle ça dans du matériel réfractaire, c'est des briques. Puis on accumule la chaleur là-dedans, puis quand c'est la pointe, bien, tu utilises ça au lieu d'utiliser l'électricité. Ça fonctionne, ça commence à être installé. Moi, du temps que j'étais chez Hydro-Québec, c'était encore en recherche, je me suis fait dire par des anciens collègues que ça fonctionne, c'est très efficace. Donc, il y en a d'autres façons de gérer la pointe que le gaz. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a fait, Sophie Brochu, pendant qu'elle était PDG d'Hydro-Québec? Elle a fait une entente avec Gaz Métro pour des tarifs bi-énergie, pour maintenir le réseau de gaz juste pour la pointe. Mais comme Gaz Métro vendait moins de gaz, bien là, il fallait compenser Gaz Métro, pauvre petite. Hein? Donc, les consommateurs d'électricité ou les contribuables, bien, elle a essayé au début avec les consommateurs d'électricité, vont payer à Gaz Métro pour son service 400 millions de dollars. Puis si ça se prolonge, bien, ça va se transformer en milliards de dollars. Plus d'1 milliard de dollars. Et là, il y a des clients qui ont dit, parce qu'il y a la Régie de l'énergie, ils ont dit, hey, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, là, c'est pas vrai que c'est les clients qui vont payer ça. Fait qu'ils ont contesté la décision de la Régie en disant, vous n'êtes pas correct d'avoir dit oui à ça. Fait que la Régie a fait, ah oui, c'est vrai, je me suis trompée. Fait qu'elle a dit, ah non, c'est non. Sophie Brochu, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je m'en fous. Si c'est pas les clients d'Hydro-Québec qui vont payer, je vais juste moins donner d'argent au fonds consolidé du gouvernement. Fait que c'est les contribuables qui vont payer. Fait que c'est pas la poche droite, ça va être la poche gauche. C'est ça qui est arrivé. Fait que c'est pas vrai, cette histoire de pointe-là. Il y en a d'autres. Oui, il y a une pointe. C'est vrai qu'il y a une pointe. Il fait froid l'hiver ici, hein? Personne ne va se cacher, là. Hein? Il fait froid l'hiver. Mais il y a d'autres moyens de la gérer. Après ça, au niveau industriel, on vous dit, ouais, mais au niveau industriel, là, ah non, les technologies électriques ne peuvent pas remplacer le gaz. La seule place où c'est pas possible, et c'est très marginal, il restera une petite mini affaire de gaz naturel, là, c'est quand on utilise la molécule qui rentre dans le procédé. Mais quand c'est pour le chauffage, même à très haute température, il y a des technologies électriques, et je le sais, j'étais là, j'ai fait des projets de recherche et développement, des tochoplasmas qui atteignent des températures aussi et même plus élevées que le gaz, avec un contrôle encore plus fin, qui peuvent remplacer les torches au gaz naturel. Donc, oui, il y en a des technologies électriques qui peuvent remplacer le gaz naturel pour tout ce qui chauffe, moyenne, haute et même très haute température dans le secteur industriel. C'est pas vrai quand on vous dit que c'est pas possible. Puis ces gens-là, quand Michael Sevilla parle d'industriel, puis qu'est-ce qui peut se passer en industriel au niveau du gaz, au niveau de l'électricité, bien, je m'excuse, il ne connaît rien pendant toute la place. Il n'a jamais été en milieu industriel, lui, il a toujours été dans la haute voltige de la finance. Fait qu'il n'a jamais été les deux pieds sur le plancher en industrie. C'est pas vrai. Il ne sait pas de quoi il parle. Fait que malheureusement, on est victime de vastes désinformations. Et là, on se retrouve ici avec des projets d'éolien, avec des partenaires privés. Moi, franchement, j'ai rien contre Boralex, là. Mais Boralex, pourquoi il ferait de l'argent sur notre dos? Pourquoi qu'on accepterait ça? Je veux dire, c'est de l'argent facile pour lui, là, qu'on n'a pas d'affaire à accepter ça. Puis là, dans le cas ici, ils font ça avec la coopérative régionale de Rouville, la coopérative d'électricité, fait que ça fait un semblant de bien commun. Mais tout ça dans une compagnie à part. Fait que c'est de la privatisation par l'actionnariat. Et c'est comme ça qu'ils ont procédé. Et ils arrivent dans les municipalités et, passez-moi l'expression, ça ne marche pas tout le temps, mais ça marche trop souvent. Ils achètent le conseil municipal avec des redevances, avec ci, avec ça,
avec certains conseillers municipaux, puis pour de vrai, c'est vrai, là, qui disent qu'ils vont avoir des éoliennes sur leur terrain. Hein? Et donc, ces conseillers municipaux-là, ou même des fois certains maires, sont en conflit d'intérêts. Et c'est comme ça que ça se passe. Et là, vous avez entendu dernièrement, et c'est pas par hasard, Michael Sylvia sortir à une semaine de la sortie du projet de loi 69 de Fitzgibbon, qui a sorti son plan éolien, en voulant rassurer tout le monde, inquiétez-vous pas, Hydro-Québec va avoir le contrôle, il va être maître d'œuvre. Fait que, inquiétez-vous pas, on va s'en occuper, ça va rester Hydro-Québec. Un misère. Il faut lire le 12 pages. C'était pas bien long, son plan, là. C'est clair que ça a été préparé dans la précipitation parce qu'il y a beaucoup d'opposition. Un projet très important. Je pourrais y revenir en période de questions. TES Canada en Mauricie, le plus gros projet d'éolien au Québec, avec de l'hydrogène, pas vert pantoute. Je reviendrai dans ce détail-là si ça vous intéresse. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'opposition dans ce coin-là et que son plan a été sorti pour essayer de rassurer, de faire tomber la pression. D'ailleurs, ça a marché. Parce qu'il y a une grosse manifestation qui était censée être organisée par différents syndicats qui a été abandonnée suite à la sortie de ce plan-là. Je vais vous expliquer. Hydro-Québec va avoir le contrôle et... qu'est-ce qu'il disait, non? Et maître d'œuvre. Ah, contrôle et maître d'œuvre. Regardez bien ça. Là, on joue avec les mots. Hein. Les projets de 350 MW et moins, comme ici, 100 MW, statu quo, il n'y a rien qui bouge. Hydro-Québec n'est pas là. Il n'y aura pas le contrôle, il n'y aura pas la maîtrise d'œuvre. Zéro compte. Les projets de 350 à 1000 MW, comme à TES Canada, puis comme le projet de Rio Tinto au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est dans les lignes. On ne le sait pas encore. Et les projets de 1000 MW et plus, là, Hydro-Québec va s'en occuper. Mais comment? Ben oui, Hydro-Québec va être actionnaire. Actionnaire avec les communautés locales. C'est beau, hein? Actionnaire avec les communautés locales. Mais là, tu viens un petit peu plus loin. Ils ne disent pas dans leur communiqué, puis ils ne disent pas dans leur discours, mais avec le privé aussi. Parce qu'ils seront en partenariat. Hydro-Québec a toujours fait affaire avec le privé dans ses projets de barrages. C'est pas Hydro-Québec, c'est pas des employés d'Hydro-Québec qui ont construit les barrages en sous-traitance. C'est comme ça que ça devrait se passer dans l'éolien, mais c'est pas comme ça qu'il est présent. Non, ils sont en partenariat, parce que l'expertise du privé est tellement importante. Quelle expertise du privé? L'expertise de la dynamique des fluides, non. L'expertise de gestion des contrats de construction, hey, Hydro-Québec est bien meilleur que n'importe quel autre privé là-dedans. La quantité de contrats qu'elle a gérés dans les barrages hydroélectriques, je veux dire, ça n'a aucune commune mesure. Là. Fait que la gestion des contrats, encore là, c'est Hydro-Québec qui a la meilleure expertise. Non, elle sera en partenariat. Donc, ça veut dire, et c'est le modèle de éolien des neiges, et nous autres, du côté de Climat Québec, on a fait un mémoire à ce BAP-là. Il y a eu un BAP. Et là, on se présente au BAP. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, là, mais on se présente au BAP. Il y a les commissaires du BAP qui sont en avant. Puis là, d'un côté, tu as le promoteur, puis de l'autre côté, tu as les experts. Et dans le projet éolien des neiges, on avait Hydro-Québec des deux bords. Hydro-Québec était actionnaire d'un bord, donc promoteur. Puis Hydro-Québec était un des experts, au bord, acheteur. C'est un peu bizarre, un petit peu conflit d'intérêt, hein, parce que comme promoteur, Hydro-Québec veut vendre le plus cher possible pour faire le plus d'argent possible, mais comme acheteur, elle voudrait acheter le moins cher possible. Je ne sais pas finalement lequel des deux, il y a Hydro-Québec qui décide, là, mais là, c'est qui parlait au nom du promoteur? Hydro-Québec n'était pas tout seul, là. Il était aussi avec Boralex, puis Énergie. L'énergie revient souvent. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Et avec Énergie, c'est Boralex qui parlait au nom du promoteur, c'était pas Hydro-Québec. Donc, ils ont créé une espèce de coquille, une compagnie séparée. Donc, c'est pas Hydro-Québec. Hydro-Québec est juste actionnaire. Et donc, on enferme Hydro-Québec dans une logique du privé, de faire le plus d'argent possible. C'est plus le bien commun qui décide de l'orientation, c'est le profit. C'est une grosse différence. Hydro-Québec contrôle pas, parce qu'il n'y a rien qui dit dans le plan de Sévia qui dit Hydro-Québec allait contrôler, être maître d'œuvre.
Hydro-Québec ne contrôle pas. Il n'y a rien qui dit qu'elle va être majoritaire dans l'actionnariat. Puis maître d'œuvre, ça ne sera pas Hydro-Québec qui va être maître d'œuvre qui va gérer les contrats, ça va être cette nouvelle coquille privée-là. Ce ne sera pas des employés d'Hydro-Québec syndiqués Hydro-Québec, ça va être les gens de cette nouvelle coquille-là. Donc, Hydro-Québec, en soi, ne sera pas maître d'œuvre de rien pantoute. C'est ça leur modèle. Et ils ont fait une annonce, c'est tout un hasard, j'étais à ce moment-là déjà en tournée de rencontrer différents leaders régionaux du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et Michael Sébia était là en même temps que moi. Il a fait l'annonce d'un gros 3000 mégawatts avec Mastoyache, de projet d'éolien, avec Hydro-Québec. Et là, le chat est sorti du sac. C'est le chef de Mastoyache qui a dit oui, mais il y aura probablement aussi un privé. Donc, ce ne sera pas Hydro-Québec, ça va être juste par l'actionnariat. Fait que c'est de la privatisation par l'actionnariat. Fait qu'ils ne privatiseront pas les barrages déjà existants d'Hydro-Québec, mais ils vont privatiser la future, comme ils ont privatisé l'éolien, la future production d'électricité éolienne, mais ça s'en vient aussi sur les barrages. Parce que le projet de loi 69 de Fitzgibbon permet de privatiser les barrages existants Hydro-Québec jusqu'à 100 MW. Et ça, c'est actuellement, il n'y a rien qui dit que dans le futur, le 100 MW n'augmentera pas. Et légitime l'autoproduction, donc la production privée d'électricité pour sa propre consommation. La seule exception qu'il y a eu au Québec depuis la nationalisation, c'est lors de la nationalisation, c'est Alcan. Il y a eu un privilège à Alcan de garder ses propres barrages et a résolu, dans une moindre mesure résolue, de garder ses propres barrages, puis c'est en échange d'emplois. Il y avait 12 000 emplois à ce moment-là avec Alcan, puis il y avait sa propre production d'électricité. Ça, c'était pour maintenir les emplois, pour faire de la transformation d'aluminium au Québec. Est-ce que vous pensez que Alcan a maintenu ses emplois, puis a fait de la transformation? Les emplois sont rendus, j'ai appris ça, je pensais que c'était 3 500, mais non, ils sont rendus à 2 700. Ils sont passés de 12 000 à 2 700. Et la transformation, bien, finalement, il n'y en a à peu près pas. Il y a eu quelques projets qui ont laissé aller. Et ils reçoivent en subvention déguisée, j'ai calculé, là, le tarif que ça leur coûte parce qu'ils ont leur propre production par rapport aux autres alumineries. Parce que c'est moi qui gérais les contrats des autres alumineries, puis aussi celui d'Alcan. Je sais c'est quoi leur tarif, là. Des subventions que j'appelle déguisées de 700 millions de dollars par année. Ça, c'est Alcan est dans une moindre mesure résolue. Et il y a aussi, mais c'est très, très marginal, les granules de bois. Ben, c'est tellement marginal qu'on n'en parle pas. Mais là, avec le projet de loi Fitzgibbon, ils viennent de légitimer l'autoproduction. Donc, TES Canada, qui est le projet que je vous disais en Mauricie, va pouvoir construire sa propre production pour s'alimenter elle-même. Et ce ne sera pas juste TES Canada, parce qu'Alcan aussi a des projets de gros parcs d'éoliens. Puis TES Canada, pour l'instant, ils nous parlent juste des parcs d'éoliens, mais ils ont aussi des yeux sur des nouveaux barrages, sur la Mauricie, sur la Vatican. Tout ça, c'est dans un vaste projet de privatisation de l'électricité. Et dans le projet de loi de Fitzgibbon, ils obligent le transporteur, qui est Hydro-Québec, à transporter l'électricité de ces autoproducteurs-là, parce qu'ils permettent aussi à ces producteurs-là de vendre à leurs voisins. On ne sait pas c'est qui les voisins encore, c'est quoi la distance des voisins, on ne sait pas. Ils obligent le transporteur. Et donc, on ne sait pas encore. Des fois, les lignes d'hydro sont pleines, hein? C'est qui vont favoriser? C'est-tu les clients existants, comme nous autres? Ou si c'est ceux-là? On ne sait pas. Ça ne dit pas dans la loi. Fait qu'il y a vraiment, cette loi-là est vraiment problématique. Moi, je vous dis, elle n'est même pas améliorable, il faut la battre. Il y a un gros travail des oppositions à Québec. On appelle ça dans le jargon politique, il faut filibuster le projet de loi. Donc, il faut utiliser tout notre temps pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas le voter, qu'ils n'aient pas le temps de le voter. Vous me direz, oui, mais ils peuvent faire un bâillon. C'est vrai. Ils ont droit à un bâillon par session. Fait qu'il faut être stratégique. Fait que le travail des oppositions, mais c'est du travail, parce que je l'ai déjà fait.
Déjà, filibuster le projet de loi sur les mines des libéraux, là. C'est du travail, mais ça se fait. Il faut que les oppositions filibustent 2 ou 3 projets de loi pour mettre la CAQ dans une position. Bien là, c'est lequel que je vais avoir. Parce qu'ils peuvent juste faire un bâillon. Un bâillon, c'est d'imposer un vote sur un projet de loi, même s'ils n'ont pas traversé les différentes étapes. Ils ont le droit d'en faire juste un par session. Mais là, les oppositions ne sont pas là pantoute. Mais bon, ils ont des moyens, ils peuvent les utiliser. C'est du travail, c'est pas facile, mais c'est faisable. Donc, on est dans cette situation-là. Et l'éolien en milieu habité, ça n'a pas bien de bon sens. L'éolien en milieu habité, premièrement, les terres agricoles, on a juste 2 de terres agricoles au Québec, il faut les protéger. Avec toutes les questions de crise climatique, il va y avoir des grands bouleversements et ça va être extrêmement important de pouvoir protéger les territoires qui nous nourrissent. Donc, ça, puis d'ailleurs, l'UPA, puis félicitations à l'UPA parce que c'est pas facile pour eux autres, ils ont pris position là-dessus. Parce que c'est des revenus pour les agriculteurs, puis les agriculteurs, c'est pas toujours facile à chaque année. Hein? Mais faites attention, c'est des revenus, je vais vous expliquer, il y a des anguilles sous roche de ces revenus-là. C'est pas. Il y a aussi des coûts qui s'en viennent, des coûts cachés. Donc, premièrement, il y a ça. Deuxièmement, vous le savez, il y a l'impact visuel, on les voit. Il y a l'impact sonore. Et là, sur l'impact sonore, c'est sûr qu'ils prennent les moyennes en ville. Mais en campagne, les niveaux sonores sont beaucoup plus bas. Fait que les éoliennes, on les entend bien plus qu'en ville. En ville, là, quand tu as l'autoroute qui est là, qui fait un pshhh constant, tu as même que tu as l'éolienne qui se rajoute pshhh, pshhh, pshhh. Ça ne fait pas une si grande différence. Mais en campagne, quand tu n'entends pas l'autoroute constante, c'est sûr que tu vas l'entendre. Donc, il y a à gérer le son. Il y a aussi les infrasons, les basses fréquences. Et ça, c'est pas documenté. C'est inconnu. En fait, ils ne veulent pas le documenter. Hein? Mais ce qu'on sait, c'est que particulièrement en France, ça a eu de l'impact sur les vaches laitières qui ont diminué leur production laitière. Ça a eu de l'impact sur, et là vous m'excuserez, là, mon manque de vocabulaire en agriculture, mais les agriculteurs qui élèvent là, des animaux pour la viande. Là. Donc, il y a eu de la malformation sur les fœtus. Donc, et on n'est pas capable de faire le lien cause-effet. Il faudrait des études. On a en environnement ce qu'on appelle le principe de précaution. Quand tu as assez d'indices qui te disent lumière jaune, proche d'orange, proche de rouge, principe de précaution, t'arrêtes et tu t'informes avant de prendre une décision. C'est ça qu'il faudrait faire. Et il y a aussi un gros impact au niveau de la division de la population. Parce que là, les gens qui acceptent, un citoyen ou un agriculteur qui accepte une éolienne, puis l'autre à côté qui n'en veut pas, mais qui l'a d'en face tout le temps, wow! Puis lui, il va faire 25, 35, 40 000 piastres, parce que ça, c'est secret, puis il fonctionne un à l'autre, puis l'autre, il va faire rien pantoute, puis il va avoir les mêmes inconvénients. C'est un gros problème de ce côté-là. C'est vous autres. 750 mètres. Et tu peux avoir des problèmes aussi dépendant des régions. Les éoliennes, là, maintenant, les nouvelles, là, c'est plus les 2 ou les 4 mégawatts, sont rendus à 6-7 mégawatts. Donc, c'est 200 mètres de haut. Bien, pour que ça tienne, là, ta base de béton, là, il y a quelqu'un. Donc, il faut qu'il creuse. Donc, dépendamment des régions, la nappe d'eau souterraine n'est pas toute à la même place. Donc, la nappe d'eau souterraine qui peut être affectée. Et pour un agriculteur qui a un puits, quand tu as de l'eau municipale, l'eau, elle vient plus loin. Il y a des agriculteurs qui ont un puits, là, puis c'est ça, ta source d'eau potable pour ta maison et pour tes animaux. C'est foutument problématique. Si ton eau est contaminée, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu ailles pas mal plus loin, c'est des frais, là. Donc, tu as un risque de contamination d'eau souterraine et tu n'as rien de garanti qu'ils vont te rembourser s'ils contaminent. Puis tous les chemins pour se rendre, puis tout ça, bien, une fois que c'est tellement tapé par des camions qui sont tellement lourds, ça devient quasiment impropre à l'agriculture. Donc, tu as tous ces problèmes-là. Et là, je ne vous ai pas encore parlé. Une éolienne, c'est bon pour 20, 25 ans. Ici, on vous parle de 30 ans. Mais ça, on n'a pas vu ça vraiment encore, mais
Là, mettons que je prends le chiffre il commence à augmenter, là, mais dans les anciens contrats, c'était plus 25 000 $ par année. Mettons pour un agriculteur ou un citoyen qui a une éolienne sur son terrain. OK. Contrat pendant 20 ans. 500 000 $ dans tes poches. Quand même pas pire. 5 minutes. Mais à la fin de la durée de vie, il faut le démanteler. Là, on essaye d'avoir les informations. Puis je ne réussis pas à avoir une information confirmée. Là, il va falloir continuer à faire des démarches. Mais ce qui circule, je vous le dis quand c'est de l'information confirmée puis quand c'est de l'information qui circule, là, mais ce qui circule comme chiffre, puis vous pouvez autant vous faire confirmer ça que moi par différentes sources, c'est que pour la démanteler, parce qu'il faut la démanteler, elle n'est plus bonne là, après 25 ans, c'est 1 million. Fait que si la compagnie, puis on commence à voir ça, si la compagnie, qui est une compagnie bien établie, ben au bout de 17 ans, décide de vendre son parc d'éolien à une petite mini-compagnie à numéro, puis qu'au bout de 20 ans, la petite mini-compagnie à numéro décide de faire faillite. C'est qui est pogné avec l'éolien sur son terrain? Ça, c'est comme les sites miniers orphelins. Moi, j'ai eu à gérer ça comme ministre, les sites miniers orphelins. C'est ça. C'est l'agriculteur ou le citoyen qui va devoir débourser ou essayer de se retourner vers la municipalité, mais s'il n'y a rien de prévu par la municipalité. Fait qu'après s'être mis 500 000 $ dans les poches, il va devoir débourser 1 million. Chiffre à confirmer. Mais il semblerait que l'argent, elle est déjà prévue quand ils ont présenté le projet. Ben oui, ça c'est bien beau. L'argent est déjà prévu quand ils ont présenté le projet. Moi, j'ai vu ça avec les lignes. Ils mettent ça ils disent qu'ils vont le faire. Puis finalement, ils ne le font pas. Puis on se retrouve avec des sites mini-orphelins parce qu'il n'y a pas de suivi qui est fait. Puis parce que ces fonds-là ne sont pas en dehors de l'entreprise. Fait que ça, ils ont plein de bonnes intentions, mais quand vient le temps de le faire, il ne faut pas qu'ils mettent l'argent au fur et à mesure. Il faut, si jamais on décidait de faire un projet, s'il y avait un besoin, si c'était un coin où on trouvait que ça avait de l'allure de mettre des éoliennes, bien, il faudrait que le fonds soit, on appelle ça, capitalisé avant qu'il puisse exploiter le parc. Puis le fonds ne doit pas être géré par la compagnie. Le fonds doit être géré soit par la municipalité, soit par le gouvernement, mais pas par la compagnie. Parce qu'on a vu bien des compagnies sur les fonds de pension, là, qui devaient avoir mis l'argent, et finalement, la compagnie décide que non, elle prend un break de mettre l'argent dans le fonds de pension. Finalement, elle ne met pas la pension des gens tomber. C'est le même genre d'affaire de capitalisation. Donc, il y a plusieurs choses à regarder. Mais si on voulait vraiment faire, on disait qu'on avait des vrais besoins au Québec. Mettons, ce qui n'est pas le cas actuellement, là. Je vous dis, on a assez d'énergie pour faire de la décarbonation et l'électrification des transports. Mais si, avec le temps, à un moment donné, c'est sûr qu'on va finir par avoir besoin encore d'électricité. L'éolien n'est pas une mauvaise façon. Mais si on voulait le faire, il faudrait qu'on le fasse à travers Hydro-Québec, qui soit réellement maître d'œuvre et qui ait réellement le contrôle, donc propriété à 100% d'Hydro-Québec, en collaboration avec les communautés locales. Il faut qu'il y ait un retour aux communautés locales. Pour avoir un retour, ils n'ont pas besoin d'être actionnaires. Là même Mastoyache, dans le projet du 3000 MW, ils savent pas où ils vont aller chercher l'argent pour être partenaire. C'est pas leur, que ce soit une municipalité ou un conseil de vente, c'est pas leur mission d'investir dans des projets énergétiques. C'est pas ça leur mission. Leur mission, c'est de servir leur communauté. Fait qu'ils n'ont pas besoin d'être actionnaires pour avoir un retour. Il peut y avoir des redevances, il peut y avoir des compensations, puis on pourrait même, comment ça se fait que les éoliennes sont exemptées de taxes municipales? On pourrait même penser à ce système-là. Mais on devrait mettre les éoliennes en dehors des zones habitées. Et la meilleure place, le privé ne fera pas, parce que ce n'est pas payant pour eux autres, mais qu'Hydro-Québec pourrait faire, ce serait proche des postes de départ des barrages. Parce que l'électricité des éoliennes doit s'intégrer au réseau d'Hydro-Québec. Parce que l'éolien, c'est intermittent, hein? Donc, quand ils ne vendent pas, là, ou quand il ferait trop froid, à la pointe, juste en passant comme ça, à la pointe, là, les éoliennes, ça ne marche pas. Fait que pour la pointe, les éoliennes, ça aide pas. Il fait trop froid. Quand il fait trop froid, ils ne vendent pas. Okay? Même chose quand il fait trop chaud, les grosses journées humides comme aujourd'hui, vous avez vu, là, c'est pesant, ils ne vendent pas. Fait que c'est pas là que ça aide. Fait que il faut qu'on puisse compenser par une électricité qui peut absorber les changements quand ils vendent, quand ils ne vendent pas. Fait que c'est les réservoirs. Fait que c'est les postes de départ d'Hydro-Québec. Peu importe ils sont où, mais il y a des grands territoires où Hydro-Québec est présent. Par exemple,
on pourrait très bien penser mettre des éoliennes autour du réservoir de la Manée, autour des réservoirs de la Grande, proche des postes de départ, et Hydro-Québec qui gère toute cette intégration, qui a fait déjà de toute façon, là, parce que c'est pas le privé qui est capable de gérer cette intégration-là. Fait que si on voulait faire de l'éolien intelligemment, c'est comme ça qu'on le fait, avec des compensations aux communautés locales. Et c'est possible de le faire intelligemment, mais c'est pas ça qui se passe actuellement. Donc, voilà, mon 5 minutes, je suis certaine qu'il est déjà terminé. Et je vais être disponible pour vos questions et essayer de répondre au meilleur de mes connaissances.